Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi 2025 pourrait être une année vraiment d'opportunités dans l'immobilier en France. Et vous allez le voir, on a pas mal de voyants d'ailleurs qui passent au vert. Vous voyez ici d'ailleurs sur la droite, j'avais fait en 2023 une vidéo expliquant pourquoi ce n'était pas le bon moment d'investir dans l'immobilier en 2023, avec justement un tas d'indicateurs qu'on va rebrosser ensemble et on va expliquer pourquoi. Effectivement, cette vidéo s'est avérée très juste, hein, on a eu une correction des prix de l'immobilier, mais cette correction n'a pas été de l'ordre de 30%, on a plutôt été de l'ordre de 15%, on a plutôt divisé par deux cette correction, et on va voir pourquoi finalement cette correction n'a pas été aussi importante que ce qu'on pensait. Et vous allez le voir, bien sûr, pourquoi tout ça, ça va vous permettre d'avoir des opportunités d'investissement dans l'immobilier en 2025. Vraiment, soyez attentifs à cela parce que ça se décante grandement. Alors déjà, le contexte. Le contexte de l'immobilier en 2025, c'est que on a beaucoup d'incertitudes, des incertitudes du passé. En 2023, on avait un marché, je vous le disais, immobilier qui était marqué par énormément d'incertitudes et de défis. J'avais démontré par A plus B que, en fait, on avait une grosse tendance, une grosse pression baissière sur les prix de l'immobilier, tout simplement en faisant une étude de la demande sur l'offre, hein. Je vous ai expliqué que le prix d'un actif est toujours corrélé sur la demande divisée par l'offre. Et je vous montrais à travers un tas d'indicateurs qu'on va rebrosser dans cette vidéo que la demande allait diminuer et que l'offre allait augmenter et que mécaniquement, ça allait faire baisser les prix de l'immobilier. Donc, c'est ce qui s'est passé, de l'ordre de 15%. On ne peut jamais savoir à l'avance exactement à combien on va pouvoir corriger. Peut-être que ça va d'ailleurs continuer un petit peu de corriger. Mais sur 2025, on a quand même pas mal d'indicateurs qui me font dire que bon, la correction, même si elle continue, elle va être plutôt sur une consolidation. On va vraiment être sur quelque chose qui risquerait de stabiliser, de latéraliser sur les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Puisque, effectivement, hein, vers un nouvel avenir, on voit ces signes qui finalement ont tendance à faire augmenter la demande et puis à faire stabiliser l'offre. Et donc, voilà, ces prix qui vont sans doute latéraliser et qui vont potentiellement aussi offrir pas mal d'opportunités pour vous qui souhaitez investir dans l'immobilier. Alors, premièrement, je vais reprendre un peu les différents graphiques que j'avais pu exploiter. On a une fenêtre d'opportunité, hein. Je vous le disais, les 15% de correction, on est ici et on est bien parti là pour globalement venir consolider ici sur ce range, hein, sur cette partie concernant l'immobilier. Hein, je vous rappelle qu'aucun actif monte jusqu'au ciel d'une seule traite, hein. À chaque fois, voilà, on a des consolidations, des corrections. Et là, la correction a pas été aussi importante que prévu, mais elle a été amorcée et je vous dis, je pense qu'on est vraiment sur une zone qu'on pourrait qualifier un peu de zone d'achat, même si ça descend encore un petit peu. Vous allez le voir, il y a pas mal d'opportunités qui seront à saisir. Et bien sûr, plus les prix vont baisser, plus de toute façon, la demande va augmenter, hein. C'est mécanique, hein. Plus un actif baisse, plus potentiellement l'investisseur est intéressé puisque la rentabilité augmente, hein. Quand l'actif baisse, c'est automatique. Acquisition avantageuse, oui, hein, avec cette fenêtre de correction, dans tous les cas, lorsqu'on peut acquérir un actif moins cher qu'hier, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas du tout le seul facteur et on va voir pourquoi. On a, et ça c'est le principal facteur à mon sens, des taux d'intérêt favorables et du coup une rentabilité qui est accrue. En 2023, le principal problème, c'était que les banques serraient la vis sur le crédit, on avait pas mal d'incertitudes et du coup c'était très compliqué finalement de pouvoir obtenir un crédit bancaire. Et ça a été la première raison pour laquelle on est rentré, alors ça n'a pas finalement été une crise immobilière, hein, ça a plutôt été une crise du logement, mais c'est pour ça qu'on est rentré dans un marché qui s'est contracté avec une diminution des transactions de manière assez incroyable, hein, puisqu'on est passé de 1 200 000 en 2022 à 800 000 à peine en 2024. Donc on a eu pour effet une grande diminution du volume de transactions, ce qui a créé une crise plutôt chez les professionnels de la profession, qui eux ont vu un gâteau diminuer de 30% pour un nombre d'acteurs assez important ou qui n'avait jamais été d'ailleurs aussi important. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre ici. On le voit d'ailleurs, hein, les obtentions de crédit ont vachement diminué sur 2023-2024 et là on commence à récupérer des signes vraiment encourageants pour 2025 et c'est pour ça que le premier voyant du crédit
passe au vert et va être très intéressant puisque le gouvernement vient d'acter le fait que le prêt à taux zéro va être étendu sur l'ensemble du territoire pour les primo-accédants. Et ça, ce n'est pas rien parce qu'on sait que les achats pour résidence principale sont quand même un nombre assez significatif finalement des transactions. Et puis, quand on a un PTZ sur une résidence principale, ça booste bien sûr les transactions et les taux étant intéressants, bien sûr, le pouvoir d'achat de l'immobilier dans l'immobilier est accentué et donc on augmente comme ça, on vient booster les transactions. Donc ça, c'est vraiment un gros indicateur sur l'octroiement des crédits. Concernant les conditions de crédit, j'y reviens pas, mais la France est le pays le plus intéressant du monde, quasiment en termes de conditions de crédit. On a des taux fixes, des taux bas, un système notarial qui est vraiment chiadé, qui est vraiment bien organisé. Les notaires assurent vraiment la cohérence de tout ça, font un tas de vérifications, tout est enregistré au cadastre. On a des assurances, hypothécaires qui peuvent être prises. Donc tout ce système très solide autour de l'immobilier en France rassure tous les acteurs, tous les professionnels. Et donc, bien sûr, tout ça, ça permet ces conditions ultra favorables sur le crédit en France. Et ce n'est pas le cas partout. Je rappelle, pour terminer sur le crédit, qu'en France, on peut aussi emprunter bien sûr à des taux intéressants, des taux fixes, mais aussi avec très peu d'apports, voire pas d'apports. Même si ça s'est un peu durci, très peu d'apports. Alors que dans la majorité des pays, vous allez devoir mettre au moins 30% pour pouvoir emprunter. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Le crédit, c'est un levier d'enrichissement lorsqu'il est utilisé à bon escient, c'est-à-dire pour acheter des actifs, des choses qui rapportent de l'argent. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver et ça, il faut le garder en tête. Voilà, le coût d'emprunt réduit et la stabilité des taux. J'en ai parlé puisque les taux, c'est ça aussi en 2023 qui avait créé vraiment une pas dire une crise, mais un gros problème pour l'immobilier, c'est que les taux explosaient et donc du coup, tout le monde, ça poussait à l'immobilisme. Personne n'osait emprunter parce que les taux avaient fait x3 en un rien de temps. Là, on revient officiellement sur des taux justement qui sont inférieurs à 3%. Ça y est, Société Générale est en train de communiquer là sur le début d'année sur un fameux taux à moins de 3%. Donc ça y est, on y vient à ces taux à moins de 3%. Et donc voilà, les taux du crédit, on voit qu'ils ont explosé ici sur 2022-2023 et que voilà, on commence à corriger. Là, on commence à avoir des taux à 3%, en dessous de 3%, et le FMI d'ailleurs aussi, pour une certaine stabilité économique mondiale, s'accorde sur des taux entre 2 et 3%, même pouvant tendre vers les 2% pour la stabilité économique mondiale. Donc tous ces indicateurs sont très rassurants pour le crédit et je me suis appesanti là-dessus parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, l'argent, le crédit, et c'est ça qui fait ou qui va faire que l'immobilier va repartir. Et ça va permettre d'augmenter la demande. C'est ça, augmenter la demande. Et quand on augmente la demande, si vous avez bien suivi, on augmente le prix. Ensuite, la crise du logement et la rareté de l'offre. Alors ça, on s'est fait un peu surprendre parce qu'en 2023, ok, sortie de Covid, tout explose, la guerre en Ukraine, etc. Bon, bref, explosion aussi des Airbnb. Bon, même si je vous le dis, c'est pas du tout les Airbnb qui ont causé la crise du logement. C'est vraiment le crédit et puis des politiques locales assez délirantes, mais c'est pas grave. Mais tout ça a fait que personne n'a vraiment vu venir, qu'on a amplifié une crise du logement vraiment en France, mais de manière assez considérable. Et donc, ce qui est rare et cher, c'est l'offre. Et comme il y avait très peu d'offres sur le marché, finalement, de biens à la location, pour beaucoup de demandes, la valeur, finalement, de l'immobilier, des prix, des loyers, a explosé. Et quand les loyers augmentent, l'actif augmente aussi, c'est une question de rentabilité. Et ça, on ne l'avait pas trop vu venir, et puis ça s'est produit, et ce qui est rare est cher, et donc l'immobilier, finalement, a pris de la valeur par rapport à ça. C'est ce qui a, à mon sens, permis aussi de pouvoir venir ralentir, diminuer la chute de 2023, parce qu'on avait énormément d'indicateurs baissiers et très peu d'indicateurs haussiers, mais celui-ci, c'est à mon sens le premier indicateur haussier, et vous l'avez vu sans doute. Alors l'IRL était assez intéressant, assez important. On voit les IRL qui étaient assez historiquement hauts. L'IRL, je le rappelle, c'est l'indice de revalorisation des loyers. Donc ça veut dire que les personnes qui étaient déjà en location prenaient une revalorisation quand même de 3,5 points, donc ça permettait d'augmenter quand même pas mal le loyer. Mais d'autre part, je peux vous dire, ceux qui ont fait des travaux, etc., et qui ont remis leurs biens sur le marché, ils se sont mis à des loyers assez hauts, justement suite à cette rareté et à cette explosion de la demande. Donc ça, il faut aussi en avoir purement conscience. Et tout ça, bien sûr, c'est lié
à l'inflation. Et je vous le rappelle aussi, l'immobilier, c'est une valeur refuge. Et ça a été encore plus vrai avec cette crise du logement, hein. La valeur refuge, par définition, c'est une valeur qui ne bouge pas. L'inflation, hein, vous vous rappelez, l'inflation, c'est le fait d'imprimer, hein, de faire tourner la planche à billets et donc de dévaluer la monnaie. Donc, quand la monnaie dévalue, l'immobilier, lui, ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours plus de monnaie, hein, qui est en train de dévaluer, pour acheter ce même immobilier qui, lui, ne bouge pas. Hein. C'est pas l'immobilier qui monte, finalement. Les valeurs refuges restent stables, hein, l'or, l'immobilier. C'est plutôt la monnaie qui se déprécie par ce mécanisme d'impression monétaire à outrance pour pouvoir essayer, bien sûr, tant bien que mal, de mettre des pansements sur le système économique. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Crise du logement, rareté de l'offre et une valeur refuge qui s'est vraiment comportée comme telle pendant ces dernières années. Donc, on a eu aussi, et ça, ça a vraiment foutu le bordel, des opportunités législatives pour des bonnes affaires. Alors, je vais tourner les choses vraiment de manière positive pour vous montrer que ça va créer des opportunités. Mais c'est malheureux quand même. C'est-à-dire qu'on a une politique de folie concernant l'immobilier, ce qui, à juste titre, a fait très peur au marché, aux propriétaires. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire que cette peur fait qu'il y a eu et il va y avoir des réalisations, des agissements, on va dire, un peu décorrélés de la réalité, hein, des personnes qui ont peur, par définition, vont être plus enclins à négocier, à brader leurs biens, etc. Et ça, c'est une opportunité. Les deux grosses opportunités qui expliquent cela, la première, c'est la loi climat. La loi climat fait que, ça y est, hein, dès 2025, hein, donc ça y est, c'est acté, interdiction de location pour des biens classés G. Alors c'était G plus avant, maintenant c'est G. Mais il y a quand même pas mal de logements classés G en fonction des villes. Et vous avez suivi, avec l'inflation, avec l'explosion des coûts de la main-d'œuvre, des coûts des travaux, vous avez plein de propriétaires pris à la gorge qui ne peuvent pas faire ces travaux. Parce que bon, on parle de primes rénov, d'aide, mais en fait, ces primes déjà sont conditionnées à énormément de critères. Vous demande de remplir des formulaires épais comme je sais pas quoi. Et puis pour le peu que vous faites ça en société, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et donc tout le monde n'a pas les moyens de, de, de se plier aux exigences du gouvernement. Et donc, cette peur fait que des propriétaires dégoûtés mettent leurs biens à vendre sur le marché ou alors le gardent, mais on comprend que on ne peut pas garder indéfiniment un bien qui devient un passif, qui coûte de l'argent avec taxes foncières en plus qui galopent, etc. Et donc là, on a une vraie pression pour augmenter l'offre finalement de toutes ces personnes qui volontairement ou involontairement vont être contraintes de vendre. Et ça, bien sûr, ça pousse à faire de bonnes affaires. Cette histoire des DPE qui font peur dans la négociation, maintenant, c'est un argument qui est vraiment mis en avant plus que de raison. Donc voilà par rapport à ces passoires thermiques et le coût important des travaux qui est lié avec des aides à la rénovation qui en fait font que diminuer, voire concernent qu'une certaine partie de la population. Et aussi, on voit, hein, on a un gouvernement assez spoliateur qui cherche de l'argent partout pour en dépenser plus, mais surtout pas pour en dépenser moins. Derrière la fiscalité, ça y est, hein, c'est passé ça, hein, la loi Le Meur. Donc ça a été une période où, pareil, compliqué pour un investisseur de se placer sur le marché ou de revendre ou d'acheter, alors que la politique fiscale, les règles du jeu ne sont pas établies. Donc on a eu toute une période où les acteurs attendaient des deux côtés. Ils attendaient de connaître les nouvelles règles du jeu avant de pouvoir investir. Je pense aussi notamment aux règles de défiscalisation qui n'étaient même plus actives. Donc déjà, il n'y avait plus de défisque, de règles de loi de défiscalisation pour l'immobilier, par exemple. Mais on ne savait même pas à quelle fiscalité on allait être mangé. Donc c'était assez compliqué. Bon. La mauvaise nouvelle est tombée, la fiscalité immobilière a été harmonisée. Alors vous inquiétez pas dans le mauvais sens, hein, elle n'a pas été harmonisée sur la niche fiscale la plus intéressante, elle a été harmonisée sur celle la moins intéressante, hein, pour faire court. Donc ça y est, maintenant, que vous soyez en meublé ou en nu, c'est pareil, on est tous mangés à la même sauce. Si vous êtes au régime micro, c'est 30% d'abattement. Si vous êtes sur les régimes réels, vous êtes sur les régimes réels. Et puis, il y a quelques changements qui se font un peu partout, mais toujours pour rendre l'actif, on va dire, un peu moins rentable. Mais bon, au moins maintenant, on le sait, on connaît les règles du jeu et maintenant on peut refaire nos calculs en amont pour pouvoir justement y aller et savoir exactement à quelle sauce on va être mangé. Voilà, donc, alors,
juste pour terminer hein, sur le point précédent, c'est-à-dire que quand vous avez une fiscalité moins intéressante, bah, tout simplement, vous avez une rentabilité moins élevée. Une rentabilité moins élevée bah, fait un actif moins attractif, tout simplement. Hein. Tout ça, c'est lié, donc un peu moins de demande. Mais bon, j'ai envie de dire, oui, c'est moins intéressant, c'est sûr, c'est dommage, c'était mieux avant, mais au moins maintenant, on connaît, et puis, ben voilà, ça reste, ça reste acceptable, j'ai envie de dire, et surtout, toutes les stratégies d'achat via des SCI, des sociétés, ça n'a pas changé du tout. Donc voilà, ce n'est pas dramatique, ce que je voulais dire. Ensuite, moi j'en parle souvent de ça, la démographie, le papy boom. Bah oui, on a plus de décès que de naissances, et c'est particulièrement vrai sur 2024 avec un nombre historiquement bas de naissances. Et donc, bah, il faut savoir que bah, ces générations, nos grands anciens, sont des générations bah, qui ont eu toute leur vie pour acheter de l'immobilier, capitaliser. Ils avaient aussi ces actifs peut-être bah, aussi plus accessibles. Hein. Il suffit de regarder le prix de l'immobilier pour s'en rendre compte d'ailleurs. Et donc, bah, c'est sûr que quand ces personnes décèdent, il y a de fortes chances qu'il y ait des actifs immobiliers qui reviennent sur le marché. Et aussi, on le sait très bien, hein, les héritages sont vraiment propices aux ventes. Hein. Quand on est en indivision sur un bien, c'est très compliqué quand même de rester dans l'indivision avec plusieurs personnes, etc. Et nul n'est obligé de rester dans l'indivision. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est que bah, ça vend les biens et puis bah, ça génère aussi de très bonnes affaires parce que bah, vous avez toujours des personnes qui veulent vraiment pas rester dans l'indivision et qui sont prêts à brader les biens pour pouvoir s'en défaire. Donc ça, moi j'ai toujours un œil quand même sur cette démographie et sur ce nombre de décès. Hein. On est sur une période vraiment particulièrement concernée par malheureusement hein, la disparition de cette génération du baby boom qui est actuellement le papy boom. Et aussi, c'est une génération qui est très réfractaire au changement. Alors, c'est humain, hein, c'est pas une génération, hein, c'est humain. Quand plus on vieillit, plus on est réfractaire au changement, plus on a des idées arrêtées, etc. Alors, vous trouvez toujours quelques exemples, quelques contre-exemples qui confirmeront cette réalité. Mais du coup, je me mets à leur place. Hein, quand vous avez 80 ans et que vous avez vu les règles du jeu changer tous les 4 matins, franchement, vous en avez plus que marre. Et puis, bah, vous avez de moins en moins d'énergie à consacrer à ça. Et donc, bah, vous êtes plus enclin aussi à vouloir vendre vos biens pour pas respecter la millième norme ou loi qui vient de passer concernant vos actifs immobiliers. Donc ça aussi, bien sûr, bah ça pousse à la vente, surtout avec l'explosion des coûts qui doivent faire retourner dans leur tombe pas mal de nos grands anciens, parce que bah, voilà, l'inflation a fait que tout a pris énormément de valeur, l'immobilier compris d'ailleurs, avec le temps. Donc en conclusion, 2025, restez vraiment focalisés parce qu'on va avoir des opportunités de marché. On a pas mal de voyants qui passent au vert. Je vous rappelle quand même que l'immobilier, c'est le premier budget des Français. Hein. Quand on regarde la première créance des Français, le premier truc, que ce soit le loyer ou le crédit, eh ben, c'est l'immobilier. Donc c'est un endroit où il y a de l'argent et il faut être dans un endroit où il y a de l'argent pour pouvoir en capter. Donc vraiment, vous êtes au bon endroit. C'est une valeur refuge. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une crise du logement qui va pas se résorber du jour au lendemain. Donc, quand on a du logement dans une crise du logement, c'est quand même très bon signe. On est au bon endroit. Le troisième point, c'est que on a une baisse des prix amorcés qui, à mon sens, vont consolider. Hein, même si effectivement la mauvaise nouvelle qu'on a eue là aussi récemment, c'est l'augmentation des frais de notaire. Mais bon, voilà, ça va. Encore une fois, à chaque fois, c'est un petit pourcent par-ci, un petit pourcent par-là. Mais on va avoir bon, on a des opportunités qui sont faites par rapport à ces différentes pressions baissières qu'on a eues ces dernières années. Autre point, on a des conditions bancaires ultra favorables en France, et ça y est, on a des taux qui redescendent sous les 3%, donc on est historiquement sur des taux très attractifs, et je vous le rappelle, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le crédit bancaire, donc on y est, et ça c'est très bon pour 2025. Et enfin, des opportunités grâce ou à cause de politiques parfois folles, avec des lois climat, avec voilà des normes à outrance qui font que ça décourage les moins professionnels, on va dire, du marché, à juste titre. Et du coup, ça permet pour nous de jouer sur ces peurs, mais de manière très honnête, pour pouvoir négocier et avoir de bonnes affaires. Voilà pour cette vidéo sur l'immobilier en 2025. Saisis vraiment cette opportunité, vraiment regarde le marché. Je pense que c'est une très bonne année, une année charnière pour pouvoir potentiellement trouver ton premier investissement ou alors poursuivre tes investissements. Je ne sais pas où tu en es, mais en tout cas, reste bien vigilant. C'était Chris Placide, je te dis à très vite.